yo, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et oui, comme vous pouvez le voir, je sors à peine de la douche que je décide de filmer cette vidéo, même si je suis pas très apprêtée, c'est pas grave. Il faut qu'on parle de tout ce que j'ai lu pour pouvoir vite les rendre à la médiathèque. Donc je commence tout d'abord avec les mangas. J'ai lu 4 tomes de Naruto, j'ai un tout petit peu avancé, pas beaucoup par rapport à d'habitude. Je vais quand même vous refaire le speech, même si maintenant, si vous regardez mes vidéos, vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Naruto, c'est l'histoire de ce jeune homme qui vit dans un village de ninjas. Il y a 13 ans, le village a été attaqué par un démon, le démon renard à 9 queues. Et pour sauver le village, il a été enfermé dans le corps de ce jeune homme. Donc ce jeune homme possède à l'intérieur de lui un démon, ce qui fait que son village a très peur de lui et le marginalise, si je puis dire. Il le laisse un peu de côté, surtout que du coup c'est un orphelin, et du coup lui son but à Naruto est de devenir plus tard un Hokage. C'est en gros un peu comme si c'était le maire du village de ninja, le ninja le plus respecté de tous. Donc là on a quand même énormément avancé, on a une ellipse de plusieurs années, il est ado, même presque adulte je pourrais dire, hein, c'est vraiment un young adulte. Il y a pas mal d'épreuves qu'il a traversées et là il est de plus en plus badass, il est de plus en plus fort et j'aime énormément son évolution parce que justement il évolue mais il garde toujours sa mentalité qui est bien à lui, même si on considère que c'est un imbécile. Il a cette mentalité de vouloir sauver les gens coûte que coûte et franchement, j'aime énormément l'évolution du personnage de Naruto. Le personnage de Sasuke m'agace plus que de raison. Et Sakura, Après, je sais que Naruto, c'est vieux, mais quand même, ils auraient pu faire un personnage un peu plus... Voilà, elle sert à rien. Elle sert littéralement à rien. Et là, au plus, au moment où je suis rendue, elle essaye de faire quelque chose et même ça rate. Enfin, c'est nul. On a eu pas mal de combats, on a eu pas mal de choses là qui se sont passées, donc sans trop vous spoiler, c'est difficile d'en parler, mais là on est quand même dans un moment où le village a été attaqué, il y a eu pas mal de destruction et du coup voilà, comment vous dire que ça se passe pas super bien de ouf et des révélations arrivent de plus en plus, donc là on commence à connaître pas mal de background de certains personnages, donc c'est hyper intéressant. Mais bon, je touche bientôt à la fin, on est au combien? On est au 52, je suis jusqu'au 72, donc il me reste une vingtaine à lire quand même. Oh là là. On va y arriver, on va y arriver. Toujours dans les mangas, mais cette fois-ci dans des nouveautés, j'ai lu La paternité de Monsieur Iyama. C'est une espèce de suite à la grossesse de Monsieur Iyama, c'est en gros dans plusieurs années. Et si les hommes étaient capables eux aussi de tomber enceinte, même s'il n'y a que 10% de la population masculine qui arrive à tomber enceinte, ça leur arrive. Et du coup, il y a tout ce regard de la société sur la grossesse, la paternité, la maternité, les congés, paternité, le fait d'avoir une vie familiale et tout ça est remis en cause justement avec un nouveau prisme, puisque maintenant les hommes aussi ont ce problème-là. Du coup, le regard de la société change-t-il ou pas? J'avoue que j'aime bien le concept parce que justement ça met au cœur des problématiques sociétales qui sont toujours existantes, hein. Les femmes sont beaucoup moins embauchées que les hommes à cause du risque de congé maternité puis du congé parental, alors que les hommes, eux, ont plus de tendance à ne pas prendre ce genre de congé-là, donc ont plus de chances d'être embauchés. Les femmes sont très mal regardées quand elles vont chercher quand elles demandent à débaucher plutôt pour aller chercher leurs enfants. Enfin bref, il y a plusieurs choses comme ça qui reviennent, et que ce soit dans la grossesse de Monsieur Iyama, dans les 2 autres tomes, la paternité, tout ça c'est remis en question, il n'y a pas de souci. Moi, mon souci à moi justement, c'est que même si je suis d'accord avec le message qui est véhiculé, c'est encore une fois, il faut passer par les hommes pour pouvoir médiatiser certains problèmes et remettre certaines choses en question. Et ça avoue que ça m'agace. Parce que ces faits-là, ça fait des siècles que ça existe. Et à partir du moment où c'est des femmes, on s'en fout. Et là, pour que certains hommes se rendent compte de problèmes, il faut que des hommes tombent enceintes pour qu'on se dise « Ah mince, il y a peut-être un souci dans notre... » Je comprends ce que l'auteur a voulu faire, il a voulu dénoncer des choses et je suis ok avec. Mais du coup là, je suis pas totalement fan parce que encore une fois, ça prend un sujet et ça le masculinise pour le rendre plus crédible.
Bah non, en fait, le problème existe même si c'est des femmes. Et donc du coup, voilà. J'aime parce que c'est militant, mais j'aime pas parce qu'encore une fois, ça part sur le principe qu'il faut que ça soit un homme pour que ça soit médiatisé et qu'on écoute enfin ce qu'on nous dit. Bah non. Non. Justement, le féminisme est là pour que, même si c'est des femmes qui portent certains sujets militants, faut que ça soit écouté. Donc voilà. J'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai lu aussi C'est comme ça que je disparais, qui est une bande dessinée sur cette jeune femme qui a vécu, comment dire, une relation assez toxique de ce que j'en ai compris, et elle a énormément de mal à s'en remettre. Au bout de 7 ans, elle est toujours dans cette espèce de spleen. On a même, disons là clairement, elle est en dépression, cette personne. Et donc du coup, elle est à la fois autrice, mais elle est attachée de presse aussi dans une maison d'édition. Et donc, elle a du mal avec son travail qui est redondant, et son manager lui met énormément la pression sur plein de choses. Et en même temps, ses désirs créatifs ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle aimerait, et elle a des traumatismes encore, malgré le fait qu'elle aille voir des psys. Ses relations du coup avec ses amis sont assez houleux parce que certains ne comprennent absolument pas pourquoi elle est toujours comme ça, toujours défaitiste, toujours à casser l'ambiance. Et lui dit de se bouger le cul, en gros, d'aller voir une psy, mais malgré le fait qu'elle y aille déjà et qu'elle en a vu plusieurs, ça ne passe pas, et ça ne se réglera pas comme ça, malheureusement. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, parce que clairement, je pense que je suis passée à côté. J'ai eu énormément de mal avec le personnage principal, justement, et donc du coup, j'ai pas réussi à m'identifier, j'ai pas réussi à m'attacher à elle, et ça me songuait. Les graphismes, il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc comme vous pouvez voir, c'est assez chargé. Il y a juste le speech à la fin. À un moment, il y a quelqu'un à qui elle doit se confier, et elle fait un... Elle explose en fait. Pour une fois, elle lâche prise et elle explose littéralement. Et il y a juste ce passage-là où là, je me suis dit, oui d'accord, je comprends le message du bouquin, mais avant ce passage-là, c'est long, c'est chiant, et clairement, voilà. Là, elle s'est confiée, et du coup, il y a quelqu'un qui la réconforte, et vous voyez, après s'être confiée, la personne pleure pour elle parce qu'elle se rend compte de ce qu'elle vit. Et, et là, j'ai trouvé ce passage-là très beau, très poignant. Mais tout le reste, je me suis fait chier, soyons clairs. Je sais pas, j'ai dû passer à côté de quelque chose parce que certaines personnes m'ont dit qu'elles ont adoré. La preuve, à la médiathèque, elles ont mis un coup de peur. Mais moi, bah... non. Bon, alors je pense que ça doit être moi, hein, parce que j'ai aussi lu Écoute, jolie Marcia. Marcia, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'histoire de cette femme qui est Marcia, qui est une infirmière. Alors, c'est les favelas, donc ça doit être le Brésil, je pense. Donc cette femme habite dans les favelas. Elle a une fille qui est une jeune adulte, elle doit avoir entre 18 et 20 ans, je sais pas, et elle a un compagnon qui n'est pas le père de cette jeune fille. Elle est infirmière, donc elle travaille assez dur, elle a des horaires compliqués, mais sa fille part totalement en live. Déjà, elle l'appelle pas maman, elle l'appelle Marcia, elle la vole, elle lui pique ses affaires, elle lui manque littéralement de respect. Enfin, il y a... Quand je lisais, ça me faisait mal au cœur d'entendre cette fille parler comme ça à sa mère. Je trouvais ça horripilant, et même à son beau-père d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte que cette jeune femme, très clairement, commence à rentrer dans des trucs louches. Alors, c'est pas de la prostitution, mais voilà, elle fait partie d'un espèce de gang, et voilà, elle commence à faire des choses pas très clean. Jusqu'au jour où justement sa mère et son beau-père vont commencer à mettre le nez dedans pour de voir de quoi il s'agit, et du coup elle va exiger de la part des caïds de faire tabasser son beau-père. Son beau-père va se retrouver dans le coma, donc du coup sa mère là va très clairement se rendre compte que sa fille même si elle veut la sauver, elle a quand même dépassé pas mal de lignes rouges. Donc elle va faire en sorte, elle va balancer sa fille, hein, très clairement, et tout le gang avec, malgré que dans les favelas normalement ça se fait pas. C'est la loi du silence, très clairement. Et il va y avoir énormément de répercussions, dont le fait que sa fille aille en prison, et que, enfin, plein de choses. Je sais pas. Déjà, graphiquement, c'est pas ma cam, hein, très clairement. Les graphismes, c'est pas mon délire. Mais, en fait, j'ai pas du tout lu de quoi ça parlait, et je m'attendais pas du tout à ça. En fait, quand j'ai vu cette couverture, moi, je pensais qu'on allait parler de grossophobie et tout et tout. Et je m'attendais pas à pauvreté, lien familial, mère-fille, gang et tout. Je m'attendais pas du tout à ce registre-là. Du coup, on va dire que j'étais clairement déçue, et j'ai pas été importée.
Alors encore une fois, c'est un coup de cœur, mais moi, je sais pas... C'est la preuve que la lecture, c'est assez subjectif, et ce que moi j'ai aimé, d'autres ne l'apprécieront pas, et ce que d'autres ont apprécié, moi je ne l'apprécierai pas. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, bah, je peux pas dire que c'est une mauvaise lecture, mais j'ai pas été emballée. Et puis de toute manière, je dis rarement que c'est des mauvaises lectures, en général, c'est soit qu'on n'est pas dans cet univers-là, soit qu'on n'adhère pas, et c'est tant pis, c'est pas fait pour nous, mais en général, c'est pas des mauvaises lectures. Ensuite, du coup, j'ai lu autre chose. J'ai lu Suzette, ou Le Grand Amour, qui est plutôt un gros bébé, qui a un graphisme un peu... Je ne veux pas dire simple, mais vous voyez, c'est pas un graphisme voilà, avec énormément de dégradés, de fioritures et tout. C'est un graphisme assez simple, on va dire. Mais quand même, c'est une belle petite briquette. C'est l'histoire de cette jeune fille... Alors, j'ai perdu son nom, c'est pas Roxane, non. Cette jeune fille qui est la petite fille de cette femme, Suzette, et qui, le jour, en gros, de l'enterrement de son grand-père, va commencer à interroger sa grand-mère sur justement son grand-père, leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés et tout et tout. Elle va se rendre compte que finalement, le mariage de ses grands-parents, qu'elle prenait pour un couple idéal, puisqu'ils sont restés littéralement toute leur vie ensemble, n'est pas un couple si idéal que ça, puisque son grand-père est allé voir ailleurs, que sa mère n'était pas amoureuse de lui, mais vu qu'à l'époque ça ne se faisait pas de quitter son mari, elle est restée avec lui, mais voilà. Elle a eu plutôt un amour, mais quand elle était très jeune, justement, juste avant le mariage de ce grand-père, avec son grand-père, pardon, même si ça n'est jamais allé très loin, puisque justement, c'était à une époque où les jeunes filles étaient très sages, très timides, nanani nanana. Donc, il y a un homme auquel sa grand-mère a toujours rêvé, voilà, c'est Francesco, mais elle n'en sait pas plus, puisque c'est il y a plus de 60 ans, et que du coup, ils se sont quittés, et ils ne se sont jamais revus, jamais parlé. Donc, pour un peu, il est marié, il a des enfants, il est mort, on n'en sait rien. Donc, du coup, cette jeune femme va décider, sur un coup de tête, de retrouver ce fameux Francesco en Italie et de faire en sorte que sa grand-mère le rencontre. On voit aussi en parallèle, justement, la jeune fille qui, elle aussi, a un compagnon et l'histoire d'amour qui est pas si, on va dire, idéale que ça, puisqu'ils ont pas mal de désaccords. Et donc, du coup, elle va profiter pour faire un petit road trip avec sa grand-mère, en même temps retrouver son grand amour à sa grand-mère, et puis elle aussi mettre de la distance avec son compagnon pour voir ce qu'il en est de leur histoire. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai énormément apprécié justement parce que on a des visions sur l'amour, sur le couple qui se confrontent, que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle, ou des mœurs différentes tout simplement. Il y a plein de choses comme ça, intergénérationnelles aussi, qu'ils ont partagées, des valeurs de femmes, J'ai adoré, franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé très beau, très touchant. Évidemment, ça n'a pas révolutionné le genre, mais j'ai bien aimé, franchement. C'était une très bonne lecture et je comprends pourquoi, pour le coup, enfin, je comprends un coup de cœur. Même si, justement, je dirais que moi, j'ai pas un coup de cœur, mais par contre, j'ai passé un très bon moment. Donc, je comprends le coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur pour moi, personnellement. Alors, les BD et les mangas, c'est fait. Maintenant, passons au roman. Et j'en ai lu 3 en audio-livre. Donc, je vais vous mettre la petite miniature ici parce que je n'ai pas le livre. J'ai du coup écouté Inheritance Game tome 4, qui n'est pas une suite à la trilogie. Enfin, oui et non en fait. On est sur 2 points de vue. Le point de vue de Jameson et le point de vue de Grayson, des 4 frères au sang. Je sais pas si je le prononce bien, mais je l'espère en tout cas. Donc il y a suite à ce qui s'est passé dans la trilogie, on les revoit en gros un an après et chacun évolué, et en même temps on remonte à chaque fois dans le passé pour comprendre en fait quand ils étaient jeunes qu'est-ce qu'ils faisaient et pourquoi maintenant ils ont ce comportement là. Donc c'est intéressant parce qu'on voit justement Jameson et Avery comment ils ont évolué, et aussi on voit du coup le personnage de Grayson, comment lui il essaye d'évoluer de son côté malgré tout ce qui s'est passé. Comment vous dire que je trouve ça d'un côté intéressant parce que justement ça nous remet dans l'ambiance, on retrouve l'univers, les personnages et tout, mais d'un autre côté, eh bien, si ce tome-là n'avait pas existé, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je sais pas si c'est parce qu'elle veut ouvrir à une nouvelle trilogie et si elle va continuer du coup d'en faire d'autres, et parce que là très clairement, comment se finit le tome 4 ? À mon avis, ça n'annonce qu'une suite, puisqu'il y a quelqu'un qui veut se venger. On a très clairement un changement de point de vue d'une personne qui n'est pas contente de la situation. Donc voilà, je pense qu'il y aura une suite, et du coup peut-être une nouvelle trilogie, un nouveau cycle.
Mais à voir, je ne sais pas. Bonne lecture, mais ça casse pas trois pattes à un canard, très clairement. Ensuite, 3 ans après tout le monde, j'ai découvert Royal Blood, tome 1. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est, comment dire ça, la fille bâtarde du roi d'Angleterre. Et elle est cachée aux yeux de tout le monde, très clairement. Elle vit aux États-Unis, elle est du coup américano-britannique, britannico-américaine, je sais pas comment on dit ça. Du coup, sa mère est américaine, son père c'est le roi, mais il a déjà marié avec sa reine et il a déjà une princesse, il a déjà une fille, donc on cache tout ça depuis des années pour pas que ça se sache par les médias et tout et tout. Sauf que là, un fait va arriver que du coup, elle va être envoyée en Angleterre pour rencontrer son père et du coup, forcément, ça va fuiter dans les médias et qu'ils vont se rendre compte qu'il existe une princesse bâtarde, très clairement. Et donc, du coup, elle va arriver dans un château qui la déteste, puisque elle est la preuve de l'infidélité du roi. Donc la reine, forcément, ne l'aime pas. Et puis sa demi-sœur, forcément, l'aime pas non plus. Et les Britanniques sont un peu choqués, du coup, de la découverte de cette jeune femme. De plus, elle va être mêlée à un autre scandale, en plus de celui-là, puisque forcément ce n'est pas suffisant. Il va se passer quelque chose d'assez effroyable pendant justement sa première sortie, je crois, sur le sol britannique. Et malheureusement, elle va être suspectée lors d'une soirée en fait où elle va aller. Il va y avoir quelqu'un qui va être tué. Et elle va être suspectée d'être malheureusement la seule suspecte possible. Donc du coup, voilà, très clairement, on est dans un roman où la jeune héroïne s'en prend littéralement plein la gueule de tous les côtés. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai hâte de lire la suite pour justement voir ce que l'auteur compte en faire. Parce que là déjà dans le tome 1, il s'est passé énormément de choses. On a eu pas mal de révélations et justement d'évolution, de relations entre les personnages et tout, que j'ai bien aimé. Ça prend son temps autant que ça va vite. Justement, comme je vous dis, il y a plein de choses qui dans le tome 1 sont résolues. Donc je sais pas ce qui va se passer dans les autres tomes, mais j'ai hâte. En même temps, j'ai peur justement de est-ce que ça sera pas trop long, est-ce que ça sera pas trop étiré, parce que là en gros le tome 1 se suffit à lui-même. Donc à voir, on a juste à la fin un petit twist qui nous dit justement ah nanana il est pas content, il va vouloir se venger, mais sinon le tome 1 se suffirait à lui-même, je sais pas ce qui va se passer dans le tome 2, mais c'est une très bonne lecture. Et alors là, 1000 ans après tout le monde, j'ai lu Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Oui, je sais, je suis largement à la traîne, mais c'est pas grave, pareil, il était sur Nextory, donc je l'ai écouté en audio-livre et je suis très contente de moi, parce que en ce moment j'ai un peu de mal justement à lire, donc je me dis des fois mettre des audio-livres dans la voiture, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour arriver à démolir cette palle qui est énorme. Donc du coup, l'histoire de Aristote et Dante, c'est Aristote, un jeune homme hispanique, d'origine mexicaine si je me trompe pas, qui doit vivre aux États-Unis et qui a dans sa famille un énorme secret, secret, oui non, en fait c'est un gros tabou, c'est que son frère aîné est en prison pour meurtre et depuis il est parti en prison quand ce jeune homme avait 4 ans, Aristote, et du coup depuis plus personne ne parle de son frère, c'est le sujet tabou par excellence dans sa famille, donc il a un peu de mal. Il a 2 sœurs aînées aussi, mais elles ne vivent plus à la maison, elles sont bien plus grandes que lui. Lui c'est le tout petit dernier qui a beaucoup de décalage justement avec avec ses frères et sœurs, avec sa fratrie. Donc voilà, très clairement ce jeune homme est assez perdu, justement il aussi il sait pas trop ce qu'il est, où il est et comment il y va tout simplement. Et un jour, il va rencontrer, lors d'un été, Dante, qui est lui aussi un jeune homme d'origine, par contre, lui, je crois que c'est. Il y en a un de ses parents qui est mexicain et l'autre qui est américain, mais je suis pas sûre. Et donc, du coup, Dante va vouloir tout simplement apprendre à Aristote à nager, et là va se lier une amitié entre les autres. Une amitié plus Parce que très clairement, Aristote ne sait pas où il va. Il y va, mais il est totalement perdu. Et lui, Dante, finalement, réussit petit à petit à, très clairement, même s'ils sont tous les deux en quête d'identité, à voir où il va et ce qu'il est. Très clairement, Dante, bon c'est pas un gros scoop si je vous le dis, il est gay et il s'assume totalement, totalement, oui et non, mais en fait il l'assume très clairement et il va avoir justement une attirance pour Aristote et il va lui dire, et Aristote pour lui c'est pas concevable. Dante c'est son meilleur ami, ok, ça va passer plein de choses qui vont prouver qu'il l'aime du feu de Dieu, mais pour lui c'est son meilleur ami. Ça peut pas être autre chose en fait, les hommes n'aiment pas les hommes. Et du coup,
Il y a plein de choses dans cette histoire. Il y a justement la question de l'identité, il y a la question des secrets familiales, les tabous, parce qu'aussi le père de Aristote a fait la guerre et du coup, il a très clairement un trouble comment on dit, un PTCS là, un trouble du syndrome post-traumatique. Très clairement, il est très taiseux, il ne parle pas, il n'a jamais parlé de ce qu'il a vécu à la guerre, il ne parle pas de son passé, il est assez renfermé sur lui-même. Et petit à petit, justement, avec sa relation avec Dante, qui est son meilleur ami, il va se rendre compte qu'il y a d'autres schémas de famille, puisqu'il va rencontrer les parents de Dante, et il va voir comment eux interagissent ensemble. Il va voir par exemple que le père et le fils se prennent dans les bras, se disent je t'aime, s'embrassent et tout ça, alors que lui, avec son père, pas du tout. Donc il va se rendre compte qu'il y a des schémas de famille qui ne sont pas universels, et il va remettre plein de choses en question, et c'est plutôt pas mal parce que du coup on voit les personnages évoluer aussi bien l'un que l'autre, même si Dante évolue beaucoup plus rapidement que Aristote. Et vu qu'on est dans la tête d'Aristote, ben voilà, c'est un peu relou parce que franchement j'avais envie de le taper d'un moment là, j'avais envie de le prendre et de lui dire écoute, t'imprimes. Il y a plein de signaux, il y a plein de pierres de touche qui sont mis par l'auteur. Au bout d'un moment, mec, voilà. J'étais un peu saoulée par la fin parce que pour la fin, il réalise même pas par lui-même en fait. C'est quelqu'un qui doit lui mettre le nez dans la merde pour qu'il comprenne en fait. Il y a une personne qui vient et très clairement qui lui montre par A plus B en fait la réalité, et le gars il fait ah ouais peut-être. Bah ouais gars, au bout d'un moment faut. Mais en vrai j'ai adoré, mais c'est très lent, c'est très contemplatif, et je sais pas s'il y en a pas un tome 2. Mais bref, je serais curieuse s'il y avait un tome 2 de voir justement comment la relation va évoluer après la fin du tome 1. Mais d'un autre côté, c'est lent. Évidemment, c'est pas de la new romance, mais je me suis dit putain, tout un tome pour ça. Non mais en vrai, j'ai adoré, hein. Mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, comme on dit, c'est pas le chips le plus croustillant du paquet, hein. Putain. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Et bien voilà, je crois que je vous ai parlé de toutes les dernières lectures que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. En plus, ça aide au référencement, donc c'est hyper gentil de votre part de mettre un petit commentaire. Et puis pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.